Bonsoir à tous, merci d'être si nombreux à cette séance de la mémoire en œuvre. Je dois vous dire que c'est avec un grand plaisir que nous mettons à l'honneur aujourd'hui l'architecture moderne en Côte d'Ivoire et la contribution pionnière d'une petite poignée d'architectes qui vont s'y installer autour de 1950. Le désir de valoriser cette architecture est aussi porté par une jeune génération d'architectes ivoiriens, parfois formés en Europe, ce qui est le cas de nos trois invités de ce soir. Modeste Palais, qui a obtenu son diplôme à Toulouse, Yacouba Doucouré, diplômé à Lille, et Ben Mohamed Kouyaté, formé à l'Université libre de Bruxelles. Est-ce qu'il confirme l'adage qui dit qu'il faut s'éloigner d'un lieu pour davantage le comprendre et l'aimer? En tout cas, l'intérêt porté par cette nouvelle génération est très stimulant et à bien de différents niveaux, à commencer par celui de l'invention d'une architecture nationale en Côte d'Ivoire, à la fois connectée à ses racines et capable d'exprimer des changements sociétaux majeurs apportés par la modernisation. Modeste, Yacouba Ben, bienvenue à la cité. Je vous laisse la parole sans plus tarder, mais j'oubliais, j'aimerais faire remarquer la présence parmi nous de Jean Chéron, un des associés de DLM Architectes, de Sophie et Constance Larras, je simplifie, les filles de Christian Larras, un des associés à l'origine de l'acronyme, et aussi de Michel Rudorlu, le fils de Pierre Rudorlu, qui peut être considéré comme vraiment un des pionniers de cette architecture moderne ivoirienne. Bien, je vous laisse la parole. Merci d'être avec nous. Merci. Merci Marco et merci à tous d'être là. C'est vraiment un honneur pour nous de prendre la parole aujourd'hui pour parler de la Côte d'Ivoire. Merci également à Madame Delphine Abouker de nous avoir reçus cet après-midi, directrice adjointe de l'école de Chaillot. Merci à vous tous, à nos profs, aux différentes personnes qui sont là, pour pouvoir évoquer le sujet de l'évolution et du devenir du patrimoine architectural en Côte d'Ivoire. Ok. Voilà, c'est bon. Donc, on commence cette présentation pour déjà un contexte global de la Côte d'Ivoire qui est assez intéressant à comprendre en premier lieu. Donc, situé au niveau de l'Afrique de l'Ouest, bordé par des pays qui sont le Mali, le Burkina Faso, le Ghana, la Guinée et le Libéria. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est bordée d'une partie au niveau de l'océan Atlantique. Donc, on voit le golfe de Guinée. Et on voit l'une des capitales, Abidjan, qui est marquée sur cette carte. Et ce bord maritime-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle était la porte d'entrée, au fait, de toute cette période coloniale. Parce qu'au niveau de cette bordure-là, on a eu des villes comme Grand-Bassam, comme Grand-Lao, comme Sassandra, qui ont été finalement des villes et qui ont permis, au fait, l'arrivée des Français donc, en Côte d'Ivoire et l'arrivée de cette architecture-là. Alors, les capitales se sont succédées. On a eu 3 grandes capitales en Côte d'Ivoire jusqu'à actuellement, avec la quatrième. La première, c'était Grand-Bassam, de 1893 à 2000. En Belgique, on dirait 1893. Donc, de 1893 à 1900, c'était la première capitale de la Côte d'Ivoire. Après, autour des années 1900, on a eu une grave épidémie de fièvre jaune, ce qui a décimé une grande partie de la population coloniale. Alors, ils se sont dit, OK, on doit trouver un nouveau site qui nous permettra d'abriter, au fait, la nouvelle capitale de la Côte d'Ivoire, parce que Grand-Bassam n'y convenait plus. Également, du fait de la topographie de Grand-Bassam, elle a une topographie en cuvette, et ce qui faisait que tu n'avais pas l'air qui passait, et la propagation de maladies était rapide. Et ils vont mettre une mission en place qui va s'appeler la mission Oudaï, donc du capitaine Oudaï,
pour pouvoir trouver un nouveau site en vue d'accueillir cette nouvelle capitale-là. Et lui va trouver le site d'Abidjan. Mais avant de trouver ce site d'Abidjan, hein, il verra que bon, c'est un site assez intéressant du fait de son côté ballonné et qui permet la ventilation traversante. Pour la petite histoire, le capitaine il arrive sur le site et il voit une dame avec des fruits sur la tête. Elle qui ne comprenait pas la langue, il lui demande où je suis. Elle dit Ntebidjan, donc qui veut dire en peuple tchaman, je viens de la forêt. Et lui, il comprend, je suis à Abidjan, donc Abidjan. Et ça automatiquement, ça devient le nom de cette capitale. Mais avant de déployer tous les moyens qu'ils vont mettre en place pour pouvoir bâtir cette capitale, ils vont d'abord trouver une capitale de transition, donc Bégerville, de 1900 à 1934, qui va accueillir la population coloniale avant d'arriver à Abidjan. Ce qui fera que Abidjan sera bâtie comme l'une des capitales, une ville nouvelle et tout, avec vraiment de bâtiments assez intéressants. Mais ce qu'ils vont trouver, au fait, ils vont trouver des populations qui habitent, au fait, sur ce site-là. Et donc là, la porte d'entrée au plateau, on voit pas mon curseur, mais on voit ici qu'au niveau du Lokodio 1, Cocody 1 et tout, c'était des populations qui y habitaient et qui avaient un système de construction et des bâtiments qui étaient adaptés à ce site-là. Et donc, il y aura un déplacement de ces populations-là parce que le plateau convenait réellement à l'administration coloniale pour pouvoir s'y installer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont également voir le système de construction de ces populations-là pour pouvoir s'inspirer dans les prochains bâtiments qu'ils feront. Et ils s'installeront comment? Au niveau du plateau, donc le plateau, ils vont urbaniser le plateau en termes comme si c'était une île, au fait. Couper le plateau des autres populations indigènes qu'ils abordaient ce plateau. Alors, au nord, ils vont placer la zone des camps militaires. Donc, on a le camp Galeni et le camp Magneni. Et au sud, on aura le pont flottant. Donc, le pont flottant, ça se levait à 19 h. Et juste après, on avait la population indigène. Donc, la population indigène n'arrivait pas à rentrer, au fait, dans la ville qui est appelée la ville blanche. Au nord, donc, la zone des camps militaires, qui également délimitait avec une population indigène qui était plus au nord. Ce qui faisait qu'au nord est bloqué, au sud est bloqué, on est en tout. Donc, ça rendait finalement le plateau comme une île. Et ils mettront en place également un code couleur dans cette ville-là, de sorte à ce que quand les gouverneurs, quand il y a un changement de gouverneur, juste le fait de se balader dans la ville, automatiquement, il sait quel bâtiment, il sait la fonction des différents bâtiments. Donc, le jaune, c'était pour les bâtiments administratifs, le vert pour les bâtiments des services agricoles, parce que étant une colonie qui était aussi assez portée sur l'agriculture, il fallait aussi beaucoup de bâtiments agricoles qui symbolisaient aussi cet essor. Et donc, on avait le blanc qui symbolisait les bâtiments de type d'habitation. Mais, outre ça, on avait également, donc au plateau, il y avait d'importants bâtiments qui sont assez imposants qui ont été construits dans cette période-là. Donc, le palais du gouverneur en 1934, l'ancienne habitation du secrétaire général et la galerie Périssac. Mais quand on regarde, par exemple, au niveau de ce palais-là, donc ce palais rococo, construit au fait dans les années 1934, c'est l'un des premiers bâtiments qui est construit par un architecte à Abidjan. Tous les autres bâtiments auparavant étaient construits par les travaux publics. Et donc, ça marque, au fait, avec ce bâtiment-là, on marque une nouvelle ère au niveau d'Abidjan où il y a une sorte de transition avec le fait d'intégrer les architectes dans la conception de la ville. Et là, avec cette ligne du temps, ça nous permet directement de pouvoir apprécier toute cette période globale. Donc, en 1924, passation de la conception des travaux publics par les architectes. En 1932, l'inauguration de ce bâtiment. Mais ce qui est l'une des dates assez intéressantes, c'est 1950. Et c'est là, aux années 1950, il commence à y avoir un changement. Parce que plus avant, on avait la plupart des bâtiments donc, de Daniel Badani, comme mon cher frère Yacouba l'expliquera, et Pierre Roudolu. La plupart des bâtiments qui ont été faits étaient faits depuis la métropole. Donc, étaient faits depuis Paris et tout ça. Mais en 1950, on a un basculement, on a un changement où on s'est dit,
on ne peut plus concevoir des bâtiments depuis la métropole et les importer sur le site, parce qu'on est un peu déconnecté de ce qui se passe là-bas. Et on verra avec l'architecture d'Henri Chaumette que lui, il va prendre le pas différemment, en fait, pour se dire, bah, si on vient sur le site, si on est au contact de la population, on peut concevoir des bâtiments qui vont leur ressembler et qui seront adaptés au site même sur lequel on conçoit, en fait. Donc ça, c'est en 1950. L'une des dates aussi, c'est en 1956. Dans 1956, l'inauguration de l'hôtel de ville, où on commence réellement cette architecture post-indépendance. Le mot, il est bon, post-indépendance. L'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est en 1960. Mais l'architecture post-indépendance ne commence pas en 1960 ou après 1960, elle commence plus avant. Pourquoi? Parce que le changement de paradigme et cette rupture-là n'a pas commencé avec la date exclusive de l'indépendance, mais a commencé plus avant, où les architectes ont commencé à prendre conscience de se dire, bah, on ne doit plus construire comme ça, les bâtiments doivent changer d'écriture et l'écriture architecturale de ces bâtiments-là doit également changer. 1956, à partir de 1965, où on peut revenir un peu plus avant, 1961, donc on a le premier architecte ivoirien qui est diplômé. Et en 1965, l'inauguration du bâtiment de la Société Générale, également d'Henri Chaumette. On a des bâtiments de Pierre Dufault et de Jean-Maurice Lafont avec le palais présidentiel. Et on a beaucoup d'autres architectes qui vont se succéder, donc Bernard Nivet, Jean Chénichon, Olivier Kakou-Clément, qui vont se succéder au fait à Abidjan et à Yamoussoukro également. On commence avec l'un des projets de l'hôtel de ville avec Henri Chaumette et Antoine Laguet. Et là, pourquoi ce projet est intéressant? Parce que c'est le premier bâtiment au plateau à avoir déjà cette configuration et l'utilisation de ce matériau. Avant 1954, donc auparavant, à tous les bâtiments qui ont été faits, on pourra le voir dans la présentation Yakuba avec le palais de justice, ça avait également un sursaut d'architecture coloniale. Les matériaux qui étaient mis en avant, même la conception, n'était pas au fait comme ce qu'Henri Chaumette essaie de mettre en avant. Déjà, si on regarde la façade, ce qu'il utilise, en fait, c'est des galets qui sont issus de la région d'Abidjan. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, les techniques de ventilation traversante sont parfaitement utilisées. On a des relations avec le site. Et ce qui fait, juste au devant du site, c'est quoi? Il conçoit directement le marché. Donc, ce sera le marché du plateau. Rappelez-vous, on est dans une ville blanche. On conçoit un marché pour des populations locales. Et donc, il va concevoir ce marché-là, où on aura l'hôtel de ville qui sera directement en connexion avec ce marché. Et juste à côté, on aura le jardin du plateau. Et ces éléments sont présents dans ce palais-là. Donc, on est en 1956. On demande à Henri Chaumette de concevoir l'hôtel de ville d'Abidjan et il met en place au fait, du graphisme qui ne traite pas. Là, on ne voit pas des colons avec des bateaux, tout ça. C'est la population. Donc, c'est la population qui est représentée. Et ça, ce pas-là, d'avoir pris ce parti pris-là, est pour nous assez intéressant. L'un des deuxièmes bâtiments, le palais présidentiel. Donc, Pierre Dufault et Jean-Maurice Lafont, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est ça qui, pour nous, est l'un des éléments symptomatiques de toute cette période. On avait au début le palais du gouverneur. Donc, au palais du gouverneur, bâtiment rococo assez imposant, conçu dans la période coloniale, qui est pour le gouverneur de la colonie, qui symbolise toute cette force-là et toute cette rigorosité. Et juste à côté, on a la construction du nouveau palais présidentiel. Donc, le palais présidentiel maintenant de la Côte d'Ivoire indépendante et de celle-là qui a maintenant la capacité et la volonté de pouvoir se gouverner et de pouvoir choisir d'elle-même toutes ces lois et tous ces projets de loi. Et le nouveau palais présidentiel sera construit sur les décombres de l'ancien palais du gouverneur. Ça s'est fait nulle part. À Dakar, on a une réinterprétation du palais du gouverneur. Et donc, c'est-à-dire tous les symboles qui sont sur le palais du gouverneur, qui menaient un peu, on avait des graffitis et tout ça, qui menaient un peu à l'administration coloniale, ont été réinterprétés. Mais à Abidjan, Félix Houphouët-Boigny prend le pas de se dire non, moi je veux mon palais où l'ancien palais était construit. Et automatiquement, ça amène une image à la population de se dire que l'époque où on était dominé est derrière nous.
et moi, je l'efface avec la nouvelle époque et avec ce nouveau bâtiment. Mais en se plongeant dans les archives présentes à la Cité de l'Architecture, on a pu voir un élément assez intéressant pour comprendre aussi comment ce bâtiment a été conçu, donc dans le plan de masse. On voit en 1, donc ce bâtiment-là qui symbolisait le palais présidentiel, en 1, c'est le cabinet du Premier ministre. Pourtant, actuellement, c'est le palais présidentiel. Et pour moi, dans les archives, il y avait un peu une incohérence, d'après moi. Mais non, parce que quand on fait notre deuxième approche méthodologique, donc cette rencontre sur le terrain où on va discuter avec les acteurs, où je demande, mais monsieur, comment s'est passée l'indépendance et tout ça, je n'arrive pas à comprendre. Il me dit, non, mais belle, l'indépendance ne s'est pas faite en un jour, elle a été négociée, c'est une succession d'étapes et d'événements. Et ça, c'est important pour arriver à comprendre cette époque-là. Parce que pour moi, quand moi, jeune, quand on me dit indépendance le 7 août 1960, je me dis, c'est le 7 août 1960, avec la proclamation, que commence réellement notre indépendance. Ben non, parce que ça commence bien plus avant. Et les édifices qui vont permettre au fait, à l'État ivoirien d'être indépendant sont préparés bien plus avant au fait, la date de l'indépendance. C'est pour ça que cette architecture post-indépendance-là ne commence pas après l'indépendance, mais commence bien plus avant la date officielle de l'indépendance. Et on peut voir ici ce bâtiment là, assez extraordinaire de Pierre Difo, comment il arrive à accentuer ces différents niveaux-là. Mais il y a ça aussi qui a marqué notre attention, qui est assez intéressant, qui est le bâtiment, au fait, ce palais-là, qui symbolise le tabouret à Caen. Il conçoit un palais présidentiel qui symbolise le tabouret à Caen, et chez les Akans, ça symbolise la royauté. Ça symbolise la force. Donc, ce tabouret-là, c'est le tabouret du chef. Mais on peut aussi nuancer. Ça remet en question le concept même d'identité. Parce que moi, qui suis issu du nord de la Côte d'Ivoire, qui suis malinké, est-ce que ce tabouret-là, pour moi, est symbole de royauté? Non. Voilà. Non, ce tabouret, pour moi, n'est pas symbole de royauté. Chez moi, ce tabouret, c'est un objet domestique. Et donc, au niveau de... Est-ce qu'on peut prendre un bâtiment qui doit symboliser toute la population ivoirienne? Est-ce qu'on peut prendre l'identité d'une culture pour pouvoir la mettre sur un bâtiment administratif? Pour pouvoir la mettre sur un bâtiment qui doit symboliser tous les Ivoiriens? Ça pose question. Et on peut le voir que c'est développé dans l'article d'Anna Leroux que je vous invite à aller le lire. Prochain bâtiment on revient encore avec Henri Chaumette, pardon, qui essaie d'analyser cette question-là. Et là, Henri Chaumette, dans les archives que vous pouvez voir, il montre beaucoup d'images du chantier. Et même dans les archives des architectes, on voit beaucoup d'images du chantier. Mais on se dit, en principe, on devait voir beaucoup plus de plans, beaucoup plus de cours, beaucoup plus de dessins. Il y en a certes. Mais pourquoi il y a beaucoup d'images de chantier? C'est pour montrer au fait cette forme de coproduction et de co-création au fait des bâtiments. Parce que le fait de montrer l'image du chantier, c'est de montrer que finalement le bâtiment, il ne se fait pas seul. Il se fait avec des personnes. Et c'est ces personnes-là qui conçoivent finalement le bâtiment. C'est pour ça, le fait de dire que oui, ce bâtiment-là, c'est un bâtiment qui a été fait par les colons et tout, parfois les populations ne comprennent pas ce qui est dit par d'autres personnes. Puisque eux, ils ont participé à la construction de ce bâtiment-là. Donc un bâtiment pour lequel j'ai participé à sa construction, est-ce que c'est un bâtiment colonial? La question reste posée. Et donc pour la coupole de la Société Générale, il réfléchissait et c'est écrit il a une citation parfaitement où il explique ça, où il dit que c'est un artisan sur le chantier qui lui a dit, mais pour faire cette coupole-là, on peut utiliser des pirogues pour faire la coupole. Et il l'a utilisé pour faire la coupole. On voit même directement les deux images. Et il dit, c'est son nom dans la lente et véridique intégration des ouvriers, des artisans, des matériaux locaux, aux équipes de production, qu'on peut redonner aux régions et aux pays l'espoir d'une architecture où la population reconnaît ses valeurs propres et se sent chez elle. Hormis cette voie, tous les efforts d'identification resteront des pastiches. Il le fait avec la porte donc, de la Société Générale, où il va prendre au fait divers symboles issus des peuples Akans, des peuples baoulés, où il va faire une sorte de mixage au fait, pour mettre ça sur la porte qui va représenter
la Société Générale. Mais également, on a des influences au niveau de cette période-là. Parce qu'il y a une grande question qui se posait, c'est comment on conçoit pour des pays indépendants, pour des pays qui sont plus aujourd'hui sous l'effet de l'emprise coloniale et tout, comment on conçoit pour eux, comment on arrive à concevoir une identité qui n'est pas forcément figée sur peut-être les masques, les tabourets et tout. Et donc, Henri Chomètre et d'autres architectes vont s'inspirer donc sur d'autres pays qui ont avant été colonisés et qui sont maintenant indépendants. On voit le cas du Brésil avec Oscar Niemeyer où voilà, ça parle d'elle-même, les deux images. Donc, d'un côté, on a la Société Générale et de l'autre côté, on a un bâtiment d'Oscar Niemeyer où on voit réellement qu'il y a une référence, il y a quelque chose à dire là-dessus. Deuxième image, on a juste en haut, on a l'Hôtel Ivoire, donc avec Moshe Mayer et Thomas, donc le groupement. Et on voit en bas également un bâtiment d'Oscar Niemeyer où il y a des références et donc il y a aussi ce décentrement et cette influence qu'il y a eu autour de cette architecture. Alors le prochain projet, c'est celui de l'Université d'Abidjan, dont avec un groupement d'architectes mené par Michel Ecocha, Jean Sémichon, Robert Boy et DLM, qui ont entrepris le plan de masse au fait de cette université. Là, on peut voir la vue d'ensemble de l'université d'Abidjan. Et là, les différents bâtiments. Dans l'époque, là, on est dans les années 1900, on sort des années 1960. C'était vraiment un parti pris de Michel Ecocha de pouvoir rassembler tous les architectes qui travaillaient en ce moment en Côte d'Ivoire et d'amener, et pour que chacun, en fait, amène sa patte, au fait, pour pouvoir bâtir ces édifices-là. Donc là, on voit la faculté des sciences, la faculté de médecine et le couloir de cette université. Prochain point, on parle de la question du logement. Vous avez toutes vu cette image-là pour vous inscrire sur le site pour la conférence. Les 160, les 1600 logements faits par d'abord Daniel Badani, Pierre-Roux Dolu et l'agence DLM. Mais au niveau de la question du logement, il faut recentrer le débat. C'est que les logements ne se sont pas... De la manière que les logements se sont conçus, il y a eu d'abord ces architectes-là, donc Henri Chomètre et tout cela, ils ont consulté au fait ce qui se faisait auparavant. Donc on a l'entremise de l'architecture vernaculaire qui va s'insérer dans le logement. Où au fait, ils vont comprendre quels sont les modes d'habiter de ces populations-là, quels sont les systèmes constructifs de ces populations-là et quels sont les éléments qu'on peut réintégrer dans cette forme d'architecture moderne qu'on fait actuellement. Et donc là, on voit une famille traditionnelle avec comment on vit en cour et tout ça, où ils vont le transposer dans la cour à patio. Et ce qui va faire, au fait, la richesse de ces logements, les 1600 logements, qui sont les premiers logements sociaux en Côte d'Ivoire. Ça, c'est important de le dire. Comment on conçoit des logements qui sont plus pour les personnes hautes et tout ça, mais qui sont pour les hommes de tous les jours, les artisans, les vendeurs et tout ça. Comment on conçoit des personnes qui n'ont pas assez de revenus, qui ont un mode d'habiter qui sont totalement différents des personnes qui sont plus aisées. Mais ce qui, pour nous, intéresse particulièrement, c'est à l'intérieur de cette cour-là. Les autres, on parleront sur comment se fait le fonctionnement des appartements et tout ça. Mais pour nous, ce qui est intéressant, ce qui a attiré notre attention ici, c'est la proposition de Jean-Pierre Minos dans la cour. Il disait qu'en faisant les logements, les dalles, donc les épaisseurs des dalles étaient assez fines. Et quand les femmes y pliaient le foutou, ça résonnait. Et lui, il a habité ces logements-là. Et il s'est dit, OK, pourquoi pas faire un élément dans la cour, une paillote, qui va permettre à toutes les femmes de venir plier le foutou ensemble et de ne plus plier ça dans les dalles. Ça a permis à ce que ces femmes-là puissent, on le voit avec la deuxième image à côté, peuvent se rassembler pour piler, chanter, danser, tout ça. Et donc, ces moments de cuisine qui parfois sont souvent intenses deviennent des moments de convivialité juste avec cet élément architectural à la paillote. Donc, ça montre finalement comment une réponse architecturale peut rassembler toute une population. Mais on ne peut parler d'architecture ivoirienne sans parler même des architectes ivoiriens. Donc là, on a le premier architecte ivoirien, Michel Goli-Kouassi, avec l'immeuble de la BCAO à Abidjan au plateau. On voit aussi ce positionnement. Désolé.
Merci. On voit ce positionnement-là avec cette forme d'architecture internationale et tout ça. Et ça montre aussi le parti pris de ces Ivoiriens-là qui se disent, bon, peut-être nous, en tant qu'Ivoiriens, on ne va pas aussi s'insérer dans cette forme de régionalisme critique si on emprunte le thème à Kenneth Fronton. Aussi de cela, c'est un parti pris. Et pour rester dans l'actualité, avec ce qui se passe aujourd'hui, le conclave, le pape qui a béni la réplique de la basilique Saint-Pierre à Abidjan, à Yamoussoukro, pardon, merci. Vous parlez de l'architecte Pierre Fakouri qui actuellement, donc on attend la fin de la Sagrada Familia pour être la plus grande basilique au monde, mais la basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro est la plus grande basilique au monde. Et on voit finalement cette basilique aussi qui est assez majestueuse. On est allé visiter avec Yves. C'est vraiment assez impressionnant. Quand même, elle pose assez de questions parce que la Côte d'Ivoire était aussi dans une phase où il n'avait pas aussi au niveau économique, c'était compliqué. Mais le président Félix Tchisekedi, il a dit, il a financé cette basilique-là avec ses propres moyens. Donc, il pouvait se permettre ce genre de voilà. Deuxième architecte assez intéressant dans l'histoire, c'est Raymond Akaadjo. Donc, au niveau de l'INP, l'ESA, l'École supérieure d'agronomie à Yamoussoukro, Raymond Akaadjo et le lycée professionnel de Jacquesville. Et donc, ça permet aussi de vous montrer, de voir quelles ont été les approches des architectes ivoiriens dans cette période-là. On va avec l'immeuble GCEDA également de Akaadjo. On voit cette architecture post-moderniste-là qui défend. Donc là, on est toujours au plateau. Et là, on se dit, bah, on est dans une période 1980. Il y avait des Ivoiriens qui faisaient aussi cette proposition-là à Abidjan. On ne peut parler d'Akaadjo sans parler d'un bâtiment. Voilà, je pense que la majorité des personnes ici le connaissent, la pyramide. Donc la pyramide qui, aujourd'hui, est un marqueur urbain, au fait. C'est-à-dire, quand on va au plateau, on dit « je vais à la pyramide ». Et donc, ce bâtiment-là, qui au départ était seulement qu'un centre commercial, il n'est plus qu'un centre commercial, mais il devient même un élément symbolique de la ville qui fait partie de cette skyline-là. Donc, quand on parle d'Abidjan, on parle des bâtiments à Abidjan, ou même en Côte d'Ivoire, on ne peut pas ne pas mentionner la pyramide. Et ça, c'était un projet fait par Rinaldo Oliveri et Raymond Akaadjo. Là, on voit aujourd'hui ce bâtiment, on essaie de le remettre au goût du jour, mais c'est compliqué parce que c'est l'état dans lequel il est. Et là, ça pose question de finalement, qu'est-ce qu'on fait de ces bâtiments-là? Qu'est-ce qu'on fait de ces bâtiments qui ont marqué notre histoire et qui ont été même des catalyseurs au fait de cette architecture? On a aujourd'hui du tourisme architectural qui se fait, mais les bâtiments qui sont censés représenter cette histoire-là sont dans cet état. Voilà. Alors, on va dans un autre point de l'histoire, à Yamoussoukro, donc qui est capitale aujourd'hui de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Donc, le plan réalisé par Olivier Kakou-Clément. Et on commence avec un premier projet. Jean Chéron y a participé. Bon, il était stagiaire. était stagiaire pendant ce temps-là. Et donc, c'est la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Bâtiment assez impressionnant d'Olivier Clément Kakou. On y a visité. C'est vraiment un bâtiment qui... Voilà. Palais présidentiel de Yamoussoukro, également Olivier Clément Kakou. Et là, on vient avec l'INP, donc l'INP-HB, qui est une université à Yamoussoukro, et dont on avait un bâtiment. Donc là, c'est Henri Potier, Philippe Godet et Télésphore Kwame. Donc ces architectes-là, ils ont construit des édifices à Yamoussoukro. Et ces bâtiments-là, aujourd'hui, on en riait puisque Modeste a étudié là-bas. On se disait, bah, c'est clair qu'en étudiant dans ce genre de bâtiments, on ne peut qu'être intelligent avec cette architecture qu'on a. Et donc là, INPHB Centre, Henri Potier également, Philippe Godin, Jacques et Télésphore Kwame, en 1979. Et là, l'hôtel président, également de Olivier Clément Kakou. Le lycée Mami Adjoua de Yamoussoukro, de Jean Léon. Et on voit cette architecture qui se déconnecte de ce qu'on voit à Abidjan, où on a une autre proposition qui est vraiment assez intéressante. On n'a pas parlé de Grand Bassam, qui est patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais là, c'est qu'aujourd'hui, nos patrimoines, ils
ils doivent, au fait, on doit y mener ce genre d'assemblée, on doit faire ce genre de conférence pour en parler. Parce que même quand on n'en parle pas, au fait, ces patrimoines-là, petit à petit, se meurent. Et là, la maison Ganamé, au départ, qui était l'un des bâtiments les plus symboliques de toute cette période et tout, qui avait de l'engouement, aujourd'hui, voici l'état qu'elle est. Voilà. Ça, c'est des bâtiments à Grand Bassam qui aujourd'hui sont pratiquement abandonnés. Qu'est-ce qu'on en fait? Et là, on parle d'un sujet, la patrimonialisation. Pour nous c'est aujourd'hui notre approche, et je pense que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, de se dire qu'on sait finalement quels sont le patrimoine, on sait tout. Mais qu'est-ce qu'on en fait puisque aujourd'hui ce patrimoine-là se meurt? On n'en parle pas. Même les architectes ivoiriens, il y a d'autres qui en parlent difficilement. Et là, ça, c'est une proposition d'un architecte ivoirien. Donc, au départ, c'était l'hôtel des Postes à Grand Bassam. Et aujourd'hui, elle est en train d'être restaurée pour devenir une maison de l'art avec la Société Générale qui investit pour pouvoir transformer ce bâtiment-là en maison de l'art. C'est une proposition assez intéressante. Et en termes aussi de projets de restauration, donc on avait l'UNESCO qui s'est associé avec la ville historique de Grand Bassam et la mairie de Grand Bassam, donc la commune de Grand Bassam, pour faire un projet au niveau de cette patrimonialisation et cette communication en vue de pouvoir, au fait, donc sur chaque bâtiment qui ont été recensés comme étant relevant du patrimoine historique, ont mis des plaquettes qui permettaient de pouvoir de donner l'information sur ces bâtiments, donc avec un QR code. Donc on est dans la ville, on voit le bâtiment, on scanne, on a plus d'informations et on a sa situation. Donc ça aussi, ça a permis aux jeunes de Grand Bassam, aux personnes aussi qui venons visiter ces bâtiments-là comme nous, d'avoir plus d'informations là-dessus. Là, c'est la page Wikipédia qui m'a été faite par Yves, directeur de mon mémoire, où au fait, sur la pyramide... Je n'ai pas fait la page. C'est bon de signifier. Je l'ai écrit. Et ça, c'est la page Wikipédia de la pyramide. Pardon. On dit architecte Reynaldo Olivieri. Mais où est Akadjo? Ça questionne au fait finalement de qui raconte l'histoire de ces bâtiments. Qui sont ceux qui y parlent? Parce que celui qui parle parlera toujours de son point de vue. Mais est-ce qu'il connaît réellement la réelle histoire de ce bâtiment? Ou même les réelles personnes qui y ont participé? Et pour nous, ça, c'est l'un des projets qui, pour nous, moi qui l'ai fait pendant mon mémoire, qui m'a permis au fait de pouvoir recenser tous ces bâtiments. Donc, là, avec la map du patrimoine architectural post-indépendance, uniquement sur le plateau, d'arriver au fait à faire une map qui pourra recenser tous ces bâtiments-là avec tous ces architectes, en plaçant également ces bâtiments-là dans une échelle historique. Et pour nous, ça c'est... Merci. Ça c'est... Oui, merci. Ça, c'est l'une également des propositions et avec Archigénie Afrique, donc fondée par Yacouba Doucouré, qui prendra la parole juste après moi, où on se dit, OK, la patrimonialisation doit avoir également un autre volet. Aujourd'hui, nous sommes à l'échelle des réseaux sociaux. C'est vrai, c'est important d'écrire des thèses, c'est important d'écrire des mémoires, d'écrire des articles et tout, mais il y a aussi un grand monde et une grande masse à aller chercher, qui sont pas forcément dans nos drives et tout, mais qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur YouTube, qui sont sur Facebook, qui sont sur TikTok. Et pour nous, on se dit, le patrimoine, on doit arriver à les vulgariser pour que ces personnes-là puissent entendre ce que nous, on sait de ce patrimoine. Même si on n'en sait pas davantage, mais le peu qu'on sait et les personnes, ressources qu'on peut contacter pour qu'ils nous parlent de leur histoire, avec Jean Chéron, avec Jean-Pierre Minos et avec Issa Diabaté, on voit la photo juste derrière lui, qui est la photo des 1600 logements présentés. Pour nous, c'est une autre partie pris qu'on se prend, de se dire, OK, comment on arrive à vulgariser notre passé à nous? Parce qu'il faut aussi permettre de communiquer sur ces bâtiments-là. Et si on ne le fait pas, qui le fera à notre place? C'est ça la réelle question. Et si aujourd'hui, le fait qu'on a communiqué là-dessus, il y a beaucoup de personnes, des étudiants qui nous écrivent pour dire « Ah, vraiment merci », parce qu'ils ont permis au fait de pouvoir avoir des personnes qui ont bâti ces bâtiments-là. Et l'une des deuxièmes propositions, c'est l'association qu'on a mis en place, donc Passif, qui pour nous également veut être une réponse au fait à cela. On s'est dit, OK,
c'est bien de faire les vidéos, mais comment on arrive aussi à capitaliser sur les archives, comment on arrive à capitaliser sur les personnes ressources, comment on arrive au fait à monter même une association où on va réunir des personnes pour pouvoir échanger sur le futur de ce patrimoine-là. Et là, ma dernière slide qui vous montre réellement notre approche avec les discussions avec les gens. Là, on voit la fille de Raymond Akaadjo, on l'a appelé les visites du plateau qu'on a fait avec l'architecte Issa Diabaté. Et là, juste là, je zoome sur lui, il est important. C'est l'agent de sécurité de l'hôtel de ville. Et je termine sur ça. Monsieur Boni, qui est aujourd'hui agent de sécurité de l'hôtel de ville depuis 2004. Donc aujourd'hui, ça fait 21 ans qu'il est agent de sécurité de ce bâtiment. Et il me disait qu'il passe son temps en fait à vieillir avec ce bâtiment. Et pour lui, l'image qui se fait de ce bâtiment est petit à petit en train de se détériorer. Il m'a dit, il faut qu'on se réveille. Et je veux le dire aujourd'hui, il faut qu'on se réveille et il faut qu'on arrive à plus en plus parler de ce patrimoine-là. Merci. Merci, merci Ben pour cette très belle intervention. De base, on avait 20 minutes chacun, mais je pense que je vais très vite abréger ma présentation. Alors, dans cette continuité de patrimonialisation dont Ben a parlé tout de suite là, je vais vous parler ici d'un sujet qui mêle histoire, architecture et climat en Côte d'Ivoire. Et mon travail de recherche qui s'intitule donc Badani et Rodanlu, la recherche du standing en Côte d'Ivoire, m'a amené à explorer ce sujet et de comprendre en fait comment ils ont pu adapter leur conception à un territoire où le climat est assez exigeant. Et donc, cela a été rendu possible par l'accompagnement de Madame Caroline Bauer et Monsieur Richard Klein, voilà, sans qui ce travail n'allait pas aboutir. Voilà. Et donc, on va le voir en deux grands points. Premièrement, on va situer le contexte historique. Et ensuite, on va voir justement comment le climat il va influencer la composition architecturale en Côte d'Ivoire. Mais d'abord, on va se poser une question, c'est quel est l'état climatérique de la ville d'Abidjan? Généralement, ça c'est quoi ça? Ah oui, c'est ça. Pardon. Généralement, la ville d'Abidjan jouit d'un climat chaud et humide qui est presque constant toute l'année. Et on a des vents qui viennent généralement du sud-ouest, nord-est, donc sont parfois intermittents. Donc finalement, on a une ventilation qui est discontinue. Et donc tout ça, tout cet ensemble de conditions climatiques va pousser les constructeurs à chercher des dispositions architecturales qui vont permettre d'offrir du confort à l'être humain. Voilà. Et tout ça va donc commencer depuis cette architecture vernaculaire que l'Afrique a connue. Donc là, on a devant nous différents systèmes de construction vernaculaire. On a des habitats sur pilotis, des maisons avec ou sans ossature parce que construits entièrement de terre-plein. Et on avait également l'utilisation des matériaux locaux tels que la brique de terre, la pierre, l'utilisation du bambou et le bois qui est souvent utilisé pour faire des cloisons intérieures et également l'utilisation de la chaume pour la toiture. Et toutes ces architectures se traduisaient également à travers des formes. Donc, on avait des maisons rondes, des maisons rectangulaires, des poteaux qui soutiennent la faîte, la toiture et également, en fait, avec ces maisons rondes-là et ces toitures qui descendent très, très bas, on avait cette forme de galerie qu'on pouvait retrouver dans ces maisons rondes et également cette forme de véranda là. Et on va voir qu'avec cette architecture, ça va influencer donc l'architecture coloniale. Donc, il y aura une réinterprétation parce que au départ, quand les colons ils arrivaient, ils n'acceptaient pas de vivre dans ces cases-là. Et donc, ils vont décider de réinterpréter cette architecture et de le faire autrement. Donc là, on a devant nous un exemple de la maison de Binger, qui est à Zaranou, qui est une ville de la Côte d'Ivoire. Et ça a été construit en 1901. Et la particularité de ce bâtiment, c'est qu'il a été entièrement construit avec des matériaux locaux. Et cette architecture coloniale se traduisait par quelques principes tels que la surélévation des bâtiments par rapport au niveau du sol, donc pour laisser l'air frais circuler en dessous.
On avait également de très larges pièces, des vérandas qui entouraient tout le bâtiment, donc qui est un clin d'œil à ce genre de cases-là. Et également de très grandes hauteurs sous plafond, donc pour laisser l'air s'échapper en hauteur de toiture. Et également, on a un deuxième exemple qui est le palais du gouverneur de Grand-Bassam, qui a été construit en 1895. Là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que nous faisons face ici à un nouveau sujet qui est la préfabrication. Parce que avec l'architecture de fer qui se développait ici en France en ce moment-là, la Côte d'Ivoire a eu droit également à du préfabriqué parce que en 1893, il y a eu une livraison, donc une cargaison de préfabriqué, hein, voilà. Donc ce bâtiment-là, il a été monté sur place et on voit encore que ça répond à quelques codes de l'autre bâtiment qu'on vient de voir tout de suite là, donc des vérandas qui entourent tout le bâtiment, de très grandes hauteurs sous plafond. On a toute l'ossature qui est en fer, des poteaux métalliques qui sont larges de près de 50 centimètres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir que ce bâtiment va changer de fonction. Donc plus tard, on va voir que toute cette ossature extérieure qui était en fer va être habillé de maçonnerie. Pourquoi? Parce que le bâtiment va changer de fonction. Parce qu'au départ, c'était le siège du gouvernement. Et donc, plus tard, comme il va devenir une résidence officielle donc du gouverneur, on va décider donc d'habiller ce bâtiment-là avec de la maçonnerie. Et donc, à travers cette coupe également, on peut voir ces systèmes de ventilation qui sont intégrés. Et grâce à ce surélèvement de bâtiments, on voit que l'air va être aspiré par le bas et passer par des parois qui vont être ensuite éjectées par la toiture. Et le but ici, en fait, c'est de comprendre comment tous ces systèmes de construction ont été d'abord appropriés, ensuite réinterprétés et enfin déployés dans toute cette architecture que nous allons voir dans les constructions de Badani et Rodorlu. Voilà. Voilà. Mais qui sont ces architectes? Imaginez, nous sommes encore en 1950 et la Côte d'Ivoire est encore sous administration coloniale. Et on a un groupe d'architectes français composé notamment de Daniel Badani et Pierre Rodorlu qui vont jouer un rôle déterminant dans le développement urbain de la ville d'Abidjan. Mais avant ça, ils sont tous deux diplômés architectes en chef des bâtiments civils et palais nationaux. Et ensuite, en 1946, ils vont décider donc de s'associer et ils vont fonder un cabinet à Montpellier. Et cette association va se constituer autour d'une première commande de 12 logements pour la SNCF qui a été confiée à Badani. Et Badani va rapporter lui-même en 1975 en disant avec amusement: ces 12 logements m'ont amené à faire appel à mon ami Pierre Rodorlu juste pour 3 mois. Et il va y avoir maintenant 30 ans que nous sommes ensemble. Mais après ça, après tout ce début de carrière, Badani va quitter son rôle de fonctionnaire et il va se retourner vers l'Afrique noire. Et là, il va se faire nommer donc architecte auprès du ministère des Territoires d'Outre-mer. Ensuite, en 1947, on va donc lui confier l'élaboration des plans directeurs de la ville d'Abidjan, de Sassandra et de Bouaké. Et en 1950, ils vont donc décider de s'installer en Côte d'Ivoire pour mettre en place justement ces différents plans et de participer activement au développement urbain de la ville d'Abidjan. Et enfin, en 1952, ils vont donc décider d'organiser leur agence principale à Paris. Voilà, ça c'est le bungalow donc, qui constitue l'agence et le lieu de vie des Badani Rodorlu à Abidjan. Donc là, on a différentes images qui montrent en fait le contexte dans lequel ils étaient. Et donc sur le plan de rez-de-chaussée, la partie en rouge constitue l'agence. Et tout le reste, donc c'est la partie vie, séjour, tout ça, cuisine, grande terrasse à l'arrière. Et au premier étage, c'est la partie nuit, donc on a deux chambres, salle de bain. Et toujours étant au premier étage, donc on a un vide sur le rez-de-chaussée, donc à la fois sur l'agence et le séjour. Et donc c'est dans ce contexte qu'ils vont donc marquer l'histoire de l'architecture ivoirienne, voilà, à travers des bâtiments
institutionnels, des ouvrages d'art, des ensembles d'habitation. Ils vont en fait donner une nouvelle vision architecturale qui va mêler ambition politique et adaptation aux contraintes climatiques locales. Et la ville va devenir un peu comme un laboratoire architectural où va se mêler ambition politique, modernisation urbaine et innovation technique. Voilà. Et comme premier bâtiment que je vais vous présenter, c'est le Palais de justice d'Abidjan, qui était un très beau bâtiment, qui a été le premier d'ailleurs construit par ces architectes-là. Et si je me souviens bien, Ben, tu me disais que le bâtiment, ils ont eu la commande en 1944. Voilà, donc plus tard, la construction va débuter en 1948. Donc le plus important ici, c'est que là, on est sur un plan très simple, donc avec une très grande attention qui est portée aux possibilités de ventilation naturelle. Et généralement, nous sommes sur une ossature en béton armé dans lequel nous avons un mélange de granit bleu et de quartz qui sont des matériaux de très bonne qualité qu'on peut retrouver dans la région. Et on voit qu'ils ont également accordé une très bonne importance à la disposition du bâtiment parce qu'il se trouve dans un axe ouest-est, donc pour éviter les inconvénients du soleil couchant. Et toujours cette même disposition va permettre donc de faciliter la ventilation naturelle donc, qui vient en diagonale sur le bâtiment, comme on peut le voir sur le plan de masse, qui vient généralement du sud-ouest. Voilà. Alors là, c'est le plan du premier étage, donc c'est un bâtiment qui est sur 2 niveaux. Et on voit qu'on a des ailes de services qui sont de part et d'autre du bâtiment, dans lesquels on va retrouver quelques programmes tels que des bureaux, des sanitaires, des salles de réunion et tout. Et ces ailes-là sont construites sur pilotis. Pourquoi? En fait, c'est pour permettre aux vents dominants de pouvoir, qui viennent du sud-est généralement, de pouvoir atteindre le corps du bâtiment principal là qu'on a en face de nous. Et c'est le seul bâtiment à Abidjan qui a toutes ses façades, donc toute une enveloppe en fait de claustras, des claustras de 30 cm d'épaisseur qui sont en béton moulé. Et ces éléments sont donc assemblés finalement par panneaux qui sont à l'intérieur d'un cadre. Voilà. Et là, on peut toujours voir l'importance de ces claustras-là qui vont donner une très belle ambiance intérieure à travers la lumière qui rentre dans ce bâtiment et qui permet à la fois de permettre une ventilation permanente à l'intérieur du bâtiment, mais en même temps d'atténuer cette forte intensité lumineuse qu'on a sous cette latitude souvent à Abidjan. Ensuite, on voit que ce bâtiment a eu droit à un embellissement, a eu droit à des matériaux importés plutôt, comme on peut le voir dans cette image à droite, on a du marbre, du comble ancien, du granito avec des mosaïques de couleurs qui vont venir embellir l'intérieur de ce bâtiment. Et donc avec cette image donc, du hall d'entrée du bâtiment principal, on peut apprécier cette très grande hauteur sous plafond qu'on a, qui est un peu un clin d'œil à ces principes d'architecture coloniale qu'on a vu au départ. Et à l'arrière-plan, donc, on a toujours ces différents claustras-là qui viennent, qui constituent l'enveloppe de tout le bâtiment. Ensuite, très belle image donc, du début de chantier, de la construction des ailes du palais. Et là encore, on a l'utilisation de matériaux locaux tels que la pierre, qui est utilisée pour faire les soubassements de ce bâtiment. Voilà, très belle image qui montre le bâtiment dans son ensemble, le contour, tout ça. Et ce qui est bien, c'est que ce bâtiment, il est encore intact. Donc, il est toujours utilisé, il est toujours en fonction. Donc, voilà. Ça montre aussi l'importance qu'on a de la sauvegarde de ce bâtiment parce qu'il fait partie de l'un des premiers bâtiments qui a été construit voilà, par ces premiers architectes là qui sont également à l'origine du plan d'urbanisme de la ville d'Abidjan. Ensuite, le deuxième projet que j'aimerais vous présenter ici, c'est le premier aéroport de la ville d'Abidjan. Voilà, là encore, on est toujours sur une ossature en béton armé, une toiture en éternite ondulée qui est un matériau importé. Et on voit encore ces différents claustras qui sont utilisés dans ce bâtiment. En fait, ça fait toujours partie de leur écriture architecturale. Voilà. Mais cette fois-ci, ce sont des claustras spéciaux en feuilles de cuivre
qui assure toujours une ventilation voilà, du hall d'entrée de l'aérogare. Ensuite, ils ont également construit des ouvrages d'art. Donc là, c'est le pont Félix Houphouët-Boigny qui est au nom du premier président de la Côte d'Ivoire. C'est un pont très intéressant parce que il est à double étage, parce qu'en hauteur, on a des véhicules qui permettent, bon, qui circulent, et on a de part et d'autre des cyclistes et des piétons voilà, qui passent sur le pont. Et en dessous, on a des rails donc qui permettent de faire circuler les trains qui transportent de la marchandise. Et aujourd'hui, juste à côté de ce pont, donc à gauche, on a des piliers du futur métro d'Abidjan qui sont en construction. Voilà. Ensuite, la place La Palude et l'hôtel des Postes, qui constituent le seul ensemble monumental urbain de la ville. Pourquoi? Parce que c'est un bâtiment jumeau, qu'on va dire, on peut voir sur l'image, la maquette en dessous. Il y a la même réplique de ce bâtiment donc à droite. Et au centre, on a cette grande place-là où on a un monument qui symbolise la prospérité et la richesse agricole, parce que l'économie de la Côte d'Ivoire est aussi basée sur l'agriculture. Donc, voilà. Et donc, sur cette façade également, on peut remarquer ces différents pare-soleil qui sont utilisés, donc qui viennent animer cette façade-là. On a une façade rythmée et tout. Très belle image qui montre donc cette grande place. Et on va voir que cette place va changer de nom parce qu'au départ, c'était la place La Palude, qui était un administrateur colonial qui a gouverné la Côte d'Ivoire de 1925 à 1930. Et donc, c'est bien également de savoir que cette place va changer de nom. Donc, il va devenir la place de la République. Et pour la petite anecdote, c'est ici qu'il y a eu le premier défilé après la proclamation donc, de l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960. Ensuite, le lycée d'Abidjan, c'est un lycée qui a vu passer les élites du pays. Donc, là encore, c'est des mêmes dispositions qui ont été adoptées donc, de ventilation naturelle. Donc, ces éléments toujours vont permettre plutôt une aération naturelle de l'ensemble des bâtiments. Et ce qui est bien, c'est que ce bâtiment est situé sur un site qui est à 40 mètres au-dessus du niveau de la lagune. Donc, on peut imaginer un peu ces vents qui peuvent venir du sud-ouest et nord-est. Et ce qu'on peut remarquer également, on voit des pilotis. Donc, en dessous, on a un plan libre donc, qui nous rappelle un peu ces principes de Le Corbusier. Voilà. Ensuite, par endroits, donc, on avait des salles de classe qui utilisaient également des persiennes qui vont toujours favoriser cette ventilation permanente là à l'intérieur des salles de classe, des persiennes qui pivotent sur elles-mêmes. Et ce qui est drôle, c'est que dans ces classes-là, on remarque plutôt qu'il y a encore des ventilateurs qui sont suspendus dans ces salles de classe. Est-ce que c'est pour aider également la ventilation naturelle qui rentre dans cette salle-là, je sais pas, à favoriser toujours plus de vent, on ne sait pas. Mais voilà. Ensuite, à l'extrémité de cette salle de classe, on peut remarquer une galerie couverte, donc qui nous rappelle également ces formes de véranda qu'on avait au départ, qu'on a vu au début de cette présentation. Voilà. Donc, ils vont apporter de l'ombre et toujours se protéger contre l'ensoleillement. Ensuite, ça, c'est le dortoir, donc un détail qui montre le dortoir du lycée, où on a un très grand débord de toiture, donc, qui couvre également à la fois les galeries et la circulation verticale. Donc, voilà. Ensuite, le CHU de Boaké, donc le centre hospitalier universitaire de Boaké, qui est une autre ville de la Côte d'Ivoire. Là, on va voir qu'ils vont chercher à innover un peu. Alors, ils vont laisser le béton, même s'il y en a quand même dans ce bâtiment. Mais on voit que le matériau qui est beaucoup valorisé ici, c'est la terre cuite. Donc, ils vont changer de matériau, ils vont tester sur le bâtiment. Et c'est la terre cuite qui est utilisée en claustrat, donc comme on peut le voir sur toute la façade du bâtiment. Et ici encore, on a cette très belle ambiance qu'on peut retrouver à l'intérieur à travers cette lumière qui rentre dans le bâtiment. Ensuite, on a un ensemble d'habitations
dont Ben vous a parlé au départ. Donc, les 1600 logements et équipements, qui est un projet qui a été fait en collaboration avec Michel Ducharme et Jean-Pierre Minos. Et là encore, on peut retrouver, c'est un peu une petite ville dans la ville. Donc, on a un centre administratif, un centre commercial, un terrain de sport et tout. Et la particularité de ces logements, c'est qu'ils sont des logements économiques. Voilà. On a des immeubles de 4 étages et 2 immeubles principalement qui partent de 11 à 12 niveaux qui étaient 10 immeubles de standing. Mais là, je laisserai Modeste parler, qui en parlera plus en détail, qui est le spécialiste des travaux de l'agence de DLM. Voilà, très belle image de 3 étages qui montrent donc ces différentes persiennes qui viennent animer la façade. Ensuite, la Banque d'Afrique de l'Ouest de Sassandra. Sassandra, c'est une ville côtière de la Côte d'Ivoire. Donc, on peut retrouver ces différents principes de l'architecture coloniale. Donc, de très grandes hauteurs sous plafond, brise-soleil qui remplit toute la façade et également une toiture terrasse qu'on peut retrouver voilà, au-dessus du bâtiment. Et en façade, donc, on a toujours ces piliers-là qui vont venir donner un dynamisme à la façade du bâtiment. Et malheureusement, ce bâtiment, il est aujourd'hui abandonné. Voilà, mais ça n'a pas l'air d'être vraiment abandonné parce que avec ces images-là, on a l'impression que c'est quand même un peu intact. Voilà. Ensuite, la direction des travaux publics, construit en 1953. Donc là encore, on voit plutôt en principe de Le Corbusier. Donc, on a un bâtiment qui est construit sur pilotis et en dessous, on a des places qui servent de places de parking. Voilà. Et on voit ici qu'il y a une différence de traitement entre les deux façades, donc la façade sud et nord. Pourquoi? Parce qu'en fonction de l'orientation plutôt, au sud, ils ont utilisé des pare-soleil fixes en lame de béton armée dans lesquels vont venir s'implanter ces fenêtres-là, ces fenêtres métalliques-là, qui vont permettre de réguler à la fois la ventilation et l'ensoleillement. Voilà. Et sur le côté sud, donc, nous sommes plutôt sur une coursive qui va desservir les différents bureaux qu'on a. Et dans ce plan, on peut remarquer cette transversalité qu'on a avec cette déambulation au niveau du couloir et cette ventilation traversante entre le sud et le nord. Voilà. Donc, on voit ici dans les principes qu'ils ont toujours accordé une importance à la ventilation du bâtiment et également de se protéger contre les aléas du climat. Et enfin, on va voir l'immeuble Abeille sur lequel j'ai principalement travaillé pour mon mémoire. Alors, je rappelle qu'ici, cette présentation ne survole pas tout le travail que j'ai mené, mais juste une petite partie. Je mets plutôt l'attention sur comment ils ont pu en fait adapter leur conception à un climat qui est assez exigeant. Voilà. Donc, l'immeuble L'Abeille, qui est un immeuble d'habitation et de commerce construit pour la compagnie d'assurance L'Abeille, qui est une agence française fondée ici dans les années 1800. Donc, ils ont eu des bureaux à Abidjan. Donc, il est situé dans la commune du Plateau, qui se trouve dans l'axe de l'ancien marché et de l'hôtel de ville. Et il bénéficie également d'un emplacement privilégié. Vous allez voir, parce que là, on a une multiplicité de programmes, on a des boutiques, des bureaux, des appartements et un hall d'exposition qui vont venir donc animer ce centre-là. Et là encore, on voit toujours qu'ils ont adopté leurs principes de ventilation et de protection contre l'ensoleillement. Et le bâtiment a été placé plutôt dans l'axe ouest-est, donc toujours pour éviter les inconvénients du soleil couchant et en même temps de favoriser la ventilation des appartements qui se trouvent au premier plan. Voilà, là, c'est des différents pare-soleil là. On a des images voilà, qui arrivent à expliquer un peu ce dynamisme qu'on a sur la façade. Donc, ces pare-soleil dans lesquels peuvent venir s'intégrer en fait ces menuiseries métalliques là. Et on a également des claustras. En fait, ce bâtiment, c'est un peu comme un résumé de tous les principes qu'ils ont intégrés à tous les autres bâtiments qu'ils ont dû construire pendant ces 10 ans de carrière à Abidjan. Et
Ensuite, en rez-de-chaussée, donc on a une galerie marchande qui dessert les différentes boutiques et on peut apercevoir également une enseigne donc d'IBM qui était une grosse boîte d'informatique à l'époque. Donc voir cette boutique-là, euh, voir cette entreprise plutôt prendre des boutiques dans cet immeuble montre également à quel point ce bâtiment il est particulier parce que c'est le seul, bon, pas le seul bâtiment, mais l'un des bâtiments dit immeuble de standing dans la commune du Plateau. Et également, à l'angle du site, on peut retrouver une rotonde qui servait de salle d'exposition. Il a été situé à l'angle du site. Pourquoi, en fait, ne pas faire écran au bâtiment principal et de favoriser la ventilation donc, des appartements qui se trouvent dans les différents étages. Et on a une rampe d'accès également, d'accès au premier étage, donc, où on va retrouver un bar et une brasserie. Et tout ça, en fait, on voit que ça a été fait pour pouvoir garantir un confort pour les occupants. Et ces occupants-là, c'était les employés donc, de la boîte, donc de l'immeuble L'Abeille. Parce que généralement, quand les entreprises françaises venaient construire en Côte d'Ivoire, ils faisaient tout, en fait, pour mettre à l'aise leurs employés, donc qui étaient également des Français. Voilà. Donc, il fallait qu'ils puissent retrouver également un confort en Côte d'Ivoire. Et là, on va le voir à travers le plan donc un plan d'étage courant donc du 2e au 4e étage, qui est la même réplique, donc c'est la même organisation. Et on va voir que on est sur de très grands espaces, de très grandes surfaces. On a des salles de bain dans chaque chambre. On a des séjours qui se prolongent en extérieur de terrasses et de balcons, avec lesquels on va avoir une très belle vue sur la lagune. Donc tout a été fait en fait pour pouvoir les mettre bien, voilà. Sachant que le climat il est quand même assez exigeant. Et donc avec ce croquis donc de ces architectes, on va remarquer cette esthétique qu'ils essayent de donner donc à cet appartement-là. Donc on peut le voir avec ces différents dessins avec ce couple-là qui est dans la salon et dans le salon plutôt. Donc on voit une très grande attention qui est portée au design intérieur et ces grandes baies également avec lesquelles on peut avoir une belle vue sur la lagune. Et toujours dans le même plan, donc on va avoir une composition très intéressante au niveau de la cuisine parce qu'on a la présence d'un vide ordure. Voilà, je sais que c'est pas très fameux, mais en fait, ce vide ordure-là, il était beaucoup présent également dans la composition de certains appartements ici en France. Donc, on voit qu'il y a eu une importation de cet élément-là dans cet appartement. Donc, ça montre également cette influence-là qu'il y a eu entre la France et la Côte d'Ivoire. Et vu que ces appartements n'étaient pas directement destinés, on va dire, aux Ivoiriens, aux Noirs, voilà, on va dire les thèmes. Donc, il était pour les Français qui arrivaient, donc on faisait tout pour qu'ils puissent se sentir bien. Donc, on pouvait également mettre quelques éléments dans leur maison pour qu'ils puissent se sentir voilà, chez eux. Et également, on a des claustras qui sont sur toute la façade de la cuisine. Bon, on n'a pas de fenêtre, on n'a pas de porte, c'est très ouvert. Donc, on a toujours cette ventilation permanente là qui se fait. Élément très intéressant, c'est le plan du 5e étage parce qu'il est carrément différent de ceux-là, donc de l'étage courant. Pourquoi? Parce que généralement, le dernier étage appartenait toujours au directeur de la boîte. Voilà. Donc, on avait encore plus de confort, plus de grands espaces. Et on peut le remarquer, par exemple, avec ce terre de jeu qui est aménagé d'une surface de plus de 20 mètres carrés qu'on a, qui est aménagé pour les enfants. Donc, on met également les enfants à leur aise. Voilà. Ils ont une salle de jeu en face de leur chambre. Et on a également ces appartements qui partent jusqu'à 190 mètres carrés chacun. Donc, on voit également tout le confort qui a été donné à ce bâtiment. Et on va voir que avec le développement de la ville et la main-d'œuvre qui va s'améliorer progressivement,
les architectes vont donc arrêter de construire selon les procédés de construction traditionnels. Donc, ils vont commencer à importer de nouveaux matériaux tels que des fenêtres métalliques, comme on a pu le voir sur différents projets avant ça, du vitrage et tout, parce que avant, ils avaient peur aussi. Ils disent, est-ce qu'on peut mettre du vitrage en Afrique? Est-ce que ça va pas créer un four à l'intérieur? Et donc, on va voir qu'avec l'évolution des années qui vont passer, ils vont donc décider d'utiliser du vitrage. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément qui va venir bousculer la composition architecturale à cause de l'arrivée de la climatisation. Donc, on peut voir une image avant, après 1960 à 2022. Ces différents panneaux métalliques qui étaient utilisés sur les façades vont être remplacés par du vitrage, double vitrage. Voilà. Et on va voir que ça va avoir de l'effet sur tous les bâtiments qui vont être construits dans la même période. Et juste pour finir, pour résumer, donc on va faire un tour des différents matériaux qui ont été utilisés, cette fois avec des images de couleurs. Donc, ils ont utilisé de la terre cuite, le bois et le béton pour ces différents claustras qui ont été utilisés sur le palais de justice. Donc là, on a une image en couleur du CHU de Boaké qui montre c'est la terre cuite là qui est utilisée sur la façade de cet hôpital. Malheureusement, ça, enfin, c'est pas une image en couleur, mais c'est du bois donc qui est utilisé au niveau de la cage des escaliers pour toujours favoriser une ventilation intérieure de ces logements-là. Voilà. Et c'est sur ce bâtiment qu'on va donc terminer. C'est le dernier projet également qui a été fait en Côte d'Ivoire par Michel Ducharme, par Daniel Badani et Pierre Audorlu, donc la 1600 logements. Fait également en collaboration avec Michel Ducharme qui va prendre le relais et terminer ce chantier. Et par la suite, l'agence qui va passer dans les mains de Michel Ducharme qui va également commencer une nouvelle carrière à Abidjan. Merci. C'est la revue. Bonsoir à tous. Donc, moi, je vais faire une intervention sur les travaux de DLM. Donc, DLM, c'est 3 architectes français qui sont arrivés en Côte d'Ivoire avant l'indépendance. Donc, on verra ce que ça veut dire DLM. Donc, un éclairage sur les travaux de DLM, parce que c'est des architectes, selon moi, et enfin, plusieurs autres architectes ivoiriens, qui sont très importants et leurs travaux méritent vraiment de l'éclairage et d'être regardés de près. Donc, DLM, c'est une agence fondée par 3 architectes, comme je disais tantôt. Donc, le premier, Michel Ducharme, qui est né en 1926 et qui est décédé l'an dernier à 98 ans. Et aussi Christian Larras, qui est décédé l'an dernier aussi à 90 ans. Et Jean-Pierre Minost, qui est vivant, que j'ai eu il y a 2 semaines au téléphone. Donc, c'est les architectes qui, juste après leur diplôme, sont entrés en Côte d'Ivoire parce qu'il y avait déjà Daniel Badani et Roux Dorlu qui étaient installés sur place. Donc, en quelque sorte, ce lien-là est issu de l'atelier qu'ils ont fait depuis l'école des Beaux-Arts, donc l'atelier d'Eugène Baudouin. Donc, ils sont tous liés par Eugène Baudouin, qui a été aussi un grand architecte, il me semble, Grand Prix de Rome aussi. Donc, à l'époque, on était architecte et quand tu passes dans un atelier, on garde les liens et ainsi de suite. Donc, les projets et même la carrière professionnelle aussi dépendait de l'atelier qu'on avait fait au Beaux-Arts. Donc, on voit un peu par ces 3 architectes qu'ils ont beaucoup de choses en commun, en plus d'être passés chez Eugène Baudouin par les anciens et tout ce qui se passe au niveau des anciens de l'atelier. Donc, ça facilite l'insertion professionnelle. Alors, donc DLM est né à Abidjan par Michel Ducharme parce qu'en 1955,
Un an après son diplôme, il décide de rentrer en Côte d'Ivoire parce que, étant en France, il faisait tous ses stages chez Badani Rodolu. Donc, Lucham, il a fait 10 années d'architecture quand même, fin d'études. Donc, en sortant de l'école, c'était un architecte qui savait construire et qui était euh, très proche aussi de ses clients. Et en 70, il s'associe avec Christian Larraz et Minos, qui sont des jeunes diplômés aussi de l'atelier des jeunes Baudouin. Donc, tous installés en Côte d'Ivoire en ces années-là. Donc, en 94, on voit que l'agence ferme pour des raisons assez claires. C'est que les projets commençaient à se faire rares, donc ils se sont rabattus sur l'agence qui était à Paris, qui a aussi fermé l'an dernier, où j'ai eu l'occasion de faire un stage pendant un mois. Voilà. Donc, au fait, pour continuer, je dis que DLM, c'est 3 architectes. Et pour avoir passé du temps sur l'analyse de leurs travaux, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas dissocier qui a fait quoi exactement. Et ça, ils l'ont vraiment marqué avec cette citation qui dit que malgré la pression générale qui tente à faire de l'architecte un artiste singulier, notre œuvre est le fruit d'un travail pleinement assumé. Enfin, un travail collectif pleinement assumé. Donc, moi, c'est une particularité que j'ai trouvée chez DLM, au point où, quand je faisais les travaux, il m'était très difficile de trouver des images des associés. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas que l'agence soit associée à des personnes, à des images de personnes bien précises. Donc, DLM, en quelque sorte, a travaillé pendant 70 ans et, si je ne me trompe pas, était l'une des plus anciennes agences françaises. Voilà. Donc, qui est née en Côte d'Ivoire et qui est passée par 3 générations d'associés, notamment Georges Cortassa et Jean Chéron, qui est ici présent dans la salle, et aussi Julien Ménard, qui était le dernier associé en date. Donc, j'ai choisi quelques projets pour illustrer un peu cette idée d'éclairage des travaux des DLM qui sont répartis en 3 grands groupes qu'on va voir tout à l'heure. Donc, on commence par les équipements. Ici, on a le grand marché de Treichville, qui est en quelque sorte l'un des premiers projets réalisés par l'agence. Donc, c'est un bâtiment qui est très grand, qui est bâti, qui a une circonférence, enfin, pas de circonférence, c'est un bâtiment carré qui fait 75 mètres de côté. Donc, on a plus de 5600 mètres carrés sur 2 niveaux. Et ça, c'est sans compter les abords, parce que le marché africain, c'est pas que le bâtiment, c'est tout ce qui est autour du site en quelque sorte. Donc, sur ce plan, sur cette planche, on peut voir le plan de situation du marché. Donc, en 1, on voit vraiment l'emprise du marché et ses abords. Et en 2, on a les 120 logements de Sikoji qui constituent aussi... à cette époque, on commençait à voir déjà les premiers logements sociaux de Côte d'Ivoire. Donc, Yacouba a abordé, donc Badani et Roudolu étaient les premiers à commencer les logements sociaux en Côte d'Ivoire. Donc, à côté du marché, le bâtiment principal, on a des boucheries, on a des poissonneries et des espaces aussi de vente, parce que faire un marché en Afrique, c'est différent au fait de faire un marché en Europe. Et eux, cette proposition était un peu une proposition très ancrée ou tournée vers la population locale, ce qui n'était pas forcément partagé par les dirigeants et même la population elle-même, parce qu'ils voulaient des marchés un peu partout, comme on pourrait le voir en Europe, aux États-Unis, donc des grands bâtiments climatisés, mais qui ne sont pas vraiment adaptés à leur réalité. Mais finalement, ce marché a été brûlé, parce que, pour plusieurs raisons, les populations ne l'utilisaient pas de la meilleure des manières, mais la structure est en béton, donc aujourd'hui, on peut voir quand même les restes de ces bâtiments-là. Donc, comme je parlais des abords du marché, on voit un peu ce qui se passe autour du marché avant même de rentrer dans le bâtiment. Donc là, on a des images de la cour intérieure, et le bloc au centre, c'est le local dans lequel on avait quelques magasins où on rangeait le matériel pour faire tourner vraiment le marché dans son ensemble. Et au cœur de cette cour, on voit aussi le déroulement du marché, et on voit à l'intérieur de là que la toiture n'est pas plane,
elle est décalée, tout ça pour faciliter la ventilation et aussi l'évacuation des eaux de pluie, vu la grande surface de toiture qu'on a. Donc là, on a le marché de Boaké qui a été réalisé en association avec l'architecte Jean Méraud. Donc, ce marché a été aussi soumis aux mêmes critiques par rapport aux dirigeants du pays. Et il voulait un marché européen. Michel Duchamp qui me disait qu'il a désobéi parce que pour lui, un programme pareil ne devait pas être déconnecté de la population et de ceux qui allaient l'utiliser au quotidien. Parce qu'un marché dans un bâtiment climatisé, tout le monde ne peut pas se payer une place. Donc là, c'était un marché pour tout le monde, pour les dames. Et ça marchait très bien, mais il a aussi pris feu, tragiquement, en 98, je pense. Donc là, on a une vue aérienne de ce marché-là avec sa forme typique qui est vraiment inspirée aussi de l'architecture locale avec des toits, des grands toits. Donc là, on est dans l'idée de la tente, au fait, qui abrite les usages en dessous. Et ici, on a la vice-présidence de Côte d'Ivoire réalisée par les 3 associés dans les années de 1958 à 70. Pour moi, c'est un bâtiment qui est particulier parce qu'il fait, la première tranche fait 1000 mètres carrés. Et les 1000 mètres carrés, les architectes ont décidé de l'étaler, c'est-à-dire le grand rectangle, de sorte à avoir un bâtiment qui fait face au vent, qui fait qu'on évite de mettre la climatisation et profiter aussi de l'éclairage naturel. Donc, dans la réalisation du projet, dans la vue aérienne, on voit en premier plan un bâtiment assez moderne et au fond, on voit une architecture coloniale, toujours dans le plateau. Donc, on voit déjà cette envie de passer à une autre forme d'architecture tout en restant connecté aux cultures, aux populations. Donc là, l'image qui est juste à côté montre un peu la forme de la toiture. Donc, on a une toiture qui reprend un peu les formes du tabouret à camp que Ben a évoqué tout à l'heure. Mais la particularité de ce bâtiment, c'est que les architectes ont décidé d'utiliser des matériaux, des œuvres d'art ou même des produits locaux ou du quotidien pour que ces éléments-là puissent avoir une empreinte dans ce bâtiment qui est la vice-présidence. Donc, ils vont aller prendre au musée de Côte d'Ivoire, emprunter des portes Sénoufo ou des portes Baolé, des nattes, et faire des productions, faire des copies pour pouvoir les coffrer dans le béton qu'ils vont réaliser. Donc là, on voit un exemple de la surface du plafond qui reprend un peu les formes de ces éléments-là. Donc, déjà à cette époque, je disais à Ben et Yacouba qu'il fallait être quand même audacieux et avoir du caractère pour le faire. Parce que Félix Houphouët-Boigny, c'est un architecte qui était résolument tourné vers le modernisme, au point où on construisait le nouveau palais sur les traces de l'ancien palais, qu'on a pu voir dans la première présentation. Donc ici, on a l'aéroport d'Abidjan qui a été aussi commandé juste après l'aéroport réalisé par Badani et Roudorlu, donc qui est un bâtiment aussi moderne par sa toiture et les matériaux utilisés. Donc on voit que ce ne sont pas les mêmes époques, parce que le premier bâtiment présenté n'avait pas la même architecture que celle-là. Donc ici, on a une vue aérienne. Donc le projet, il est monté de sorte qu'il soit flexible en termes d'aménagement et en termes d'extension dans son architecture. Et ça, on le verra dans les planches qui vont suivre. Et initialement, le projet a été conçu pour faire tourner 500 000 passagers par an. Et on verra que c'est un bâtiment qui a été facilement dépassé parce qu'il fallait qu'il se remette à jour en termes d'effectifs, en termes de transit aérien. Voilà. Donc là, on voit les planches, la composition des plans. Et de l'extérieur, on voit que le bâtiment, il est massif, mais quand on lit les plans, on voit une certaine légèreté au fait, et qui est propre aussi à l'architecture locale. Donc de l'extérieur, quand on voit un bâtiment africain ou bâti traditionnellement, on voit un truc massif, mais lorsqu'on rentre à l'intérieur, on a une autre lecture du projet. Et cela se voit à travers la proposition des architectes pour cet aéroport-là.
Donc, au niveau de la coupe aussi, cette coupe vient soutenir ce que je disais tout à l'heure. De l'extérieur, on a quelque chose de très massif, mais quand on fait une coupe transversale du projet, on voit que on a des doubles hauteurs. La preuve, c'est qu'on n'a que 2 niveaux. On a le rez-de-chaussée et une mezzanine. Voilà. Et l'image en bas montre un peu la robustesse de l'auvent. Et il faut aussi dire que ce bâtiment, il est de son époque, hein, c'est du brutalisme. Et les architectes avaient quand même, à cette époque, l'occasion d'exprimer leur talent à travers les techniques et les moyens disponibles. Donc là, on a quelques ambiances intérieures de l'aéroport où on voit la lumière naturelle rentrer et les espaces, les volumes qui sont dégagés pour qu'on se sente bien en étant à l'intérieur. Ce qui n'est pas forcément ce qui vient à l'esprit lorsqu'on est à l'extérieur du bâtiment. Donc ici, je parlerai un peu de matérialité. Donc DLM, c'est des architectes qui étaient vraiment, vraiment tournés vers la participation de la population dans leur réalisation. Pour moi, c'est les architectes du peuple. Ils n'avaient pas forcément la même vision architecturale qu'Olivier Kacoub qui construisait des palais, mais DLM avait cette facilité-là de faire des palais et aussi de construire pour des personnes à revenus très modestes. Donc, on le verra plus loin. Donc, en termes de choix de matériaux, ils avaient aussi cette facilité-là d'ajuster le bois et le béton et avec une manière qu'ils savaient eux seuls faire. Donc ici, on a l'Institut national de santé publique, qui est un projet réalisé en association avec les architectes Andro Para et Adrien Finsilbert, qui sont des architectes très connus aussi. Donc là, on voit au niveau du plan de masse, enfin au niveau du plan de la maquette, la rigueur et aussi la connexion des différents éléments par des galeries. Donc, il faut noter aussi que c'est un bâtiment médical, donc il faut séparer les usages et aussi créer un lien entre les différents usages. Donc, oui, on voit ça à travers la composition architecturale. Et j'ai eu l'occasion aussi de voir la maquette de ce projet-là à l'agence quand je faisais mon stage. Donc, c'est un projet qui a été réalisé conformément à la maquette. Donc ici, on voit au fait au niveau de la matérialité que les architectes ont décidé d'intégrer des tissus traditionnels dans les panneaux des cloisons. Donc là, sur l'image en bleu ici, enfin en haut, on peut voir des interrupteurs et au fond, un tissu africain qui est encastré dans la plaque de cloison. Donc ce qui est vraiment particulier et aujourd'hui, je me demande si on sait le faire. Mais bon, c'est à voir. Et les lieux de culte et de culture, il faut noter que DLM, ils ont réalisé beaucoup d'églises, au point où, une fois, quand j'étais allé voir M. Duchamp, il me disait, bon, Modeste, écoute, avec toutes les églises que j'ai réalisées, j'espère que Dieu me réservera une place au paradis. Et on a rigolé. Effectivement, ils ont fait beaucoup d'églises. Ils ont fait beaucoup d'églises en Côte d'Ivoire et aussi des centres culturels. Donc, on va les voir tout à l'heure. Là, je ne vais pas présenter tout, mais j'ai fait une sélection quand même parmi ceux que j'ai jugés assez intéressants et présentables pour l'occasion. Donc, ici, on a l'École des Beaux-Arts, qui est un projet qui est vraiment, qui épouse la topographie du projet et du site. Et c'est un projet que j'aime particulièrement par sa modestie et son insertion dans le site. Donc là, on voit sur cette image cette envie-là de rester modeste tout en gardant la ligne avec le paysage qui est en fond. Donc c'est un bâtiment qui s'insère sans faire trop de dégâts au site, en quelque sorte. Donc, c'était en quelque sorte là le lieu où on formait les artistes ivoiriens, dont les plus grands étaient Christian Latier et Yao Dogo, qui revenaient toujours dans les réalisations de DLM. Donc, dans les travaux de DLM, ils faisaient toujours appel aux artistes qui sortaient de ces écoles-là, que ce soit des étudiants ou des enseignants de l'école. Donc là, on a une image des ateliers où on voit la lumière vraiment qui rentre, où les espaces sont laissés libres d'interprétation pour les différents ateliers qui se tiennent à l'intérieur. Donc ici, c'est le Centre culturel français,
qui est au plateau, donc qui est juste à côté de la pyramide. Donc en termes d'échelle, on n'est pas sur la même échelle parce qu'il est à l'ombre vraiment de la pyramide, mais c'est un bâtiment aussi qui était pour moi, qui est un bâtiment très important parce que c'est là que j'ai fait l'entretien pour l'école d'architecture de Toulouse. Donc, c'est un bâtiment qui est un lieu de repos pour tous ceux qui vont au plateau parce que la cour est ouverte. La cour est ouverte, donc on peut se poser là pour attendre son rendez-vous, discuter avec des gens. Parfois, il y a des expositions, il y a, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce site-là et sur ce lieu-là. Donc, qui fait que les populations se sentent vraiment intégrées dans ce bâtiment, bien qu'il soit le centre culturel français. Et aussi, on lit au fait sur la façade ce système mis en place qui est un système de brise solaire, parce que juste après derrière, on a du vitrage. Et ce vitrage-là n'est pas en contact direct avec le soleil qui frappe très fort en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Donc ici, on a le plan du projet. Donc DLM aussi, ils ont cette manière-là d'être très artistique et plastique aussi dans la conception de leur plan. Donc là, on a un amphithéâtre de 650 places, on a un grand foyer d'exposition qui peut être aussi étendu dans l'espace extérieur que je vous ai présenté. Et aussi, quand on monte l'escalier, on a l'accueil et la bibliothèque et tous ces endroits-là qui se côtoient et qui font que le centre culturel français tourne bien. Et le bâtiment n'a pas été vraiment modifié. Moi, j'ai été il n'y a pas très longtemps. Donc, ça montre que les usagers se sentent bien dans le bâtiment. Et le bâtiment baigne dans la lumière. Donc, on peut voir sur ces planches-là et aussi cette envie-là de travailler avec le béton, qui est un matériau assez compliqué, mais DLM avait, avec les artisans, cette facilité-là de travailler comme ils le voulaient, tout en restant très, très proche des différents concepts d'architecture. Donc ici, je vous parlerai de la Fraternité Saint-Dominique, qui est une église et aussi un lieu où les prêtres habitent. Donc là, sur le plan de masse, on voit ce cheminement qui rappelle un peu l'idée du pèlerinage. Et quand on est à l'entrée, le parking, on voit au fait on voit les différents bâtiments, donc on voit que des cases. Donc il y a toujours cette envie-là de faire de l'architecture moderne tout en étant ancré dans l'architecture locale. Et là, on a des photos extérieures de l'église des étudiants, qui est aussi un modèle ou un exemple de la volonté de DLM de faire des architectures ou de proposer des bâtiments qui sont construits avec beaucoup de modestie et avec beaucoup d'élégance aussi dans le plan. Donc là, on voit que on est à l'intérieur du bâtiment, mais à la fois on est à l'extérieur et on ne se pose pas de question de oui, il fait chaud ou pas, parce que on est au soleil, non, parce qu'ils prennent en compte les principes d'habitation des Ivoiriens ou des habitants du lieu pour proposer une architecture dans laquelle ils se sentent bien. Donc, sur cette coupe, on lit un peu les principes qu'ils ont mis en place pour ce bâtiment-là. Et au centre, on voit un pilier. Et ce pilier, cet arbre a été coupé de la forêt. On a juste enlevé l'écorce. On l'a mis au centre de l'église pour porter la chape. Voilà. C'est une architecture qui marche, elle est simple. Et ça fonctionne bien quand on a cette facilité-là et cette compréhension des choses. Et c'est un bâtiment qui marche bien aujourd'hui. Donc ici, on a le plan de masse de l'INADES, qui est un projet qui a été réalisé dans le but de former l'élite africaine de l'Afrique subsaharienne. Donc c'était un endroit où il y avait déjà des formations en présentiel et par correspondance. Et c'est un programme qui s'organise autour d'un cloître et géré par les pères jésuites. Donc il y avait une certaine rigueur dans la formation qu'on pouvait avoir dans ces lieux-là. Donc, c'est un projet
qui a eu aussi l'équerre d'argent de l'architecture française en 67. Donc, c'est un prix très prestigieux pour l'architecture aujourd'hui. Donc là, on voit la simplicité du plan. On est cette idée-là, cette envie-là d'être à l'intérieur et à la fois à l'extérieur du bâtiment. Donc, on voit aussi que les architectes se posent toujours cette question de comment les gens vivent, comment faire pour proposer une architecture dans laquelle ils se sentent bien, sans qu'ils se posent beaucoup de questions, en fait. Donc ici, on a un travail sur les façades. Donc, j'ai fait un petit zoom sur l'enduit, que M. Minos m'a dit qu'ils appelaient ça les petits pains. Donc, c'était les artisans, les maçons du chantier qui avaient cette habitude-là de travailler au village en faisant, en lançant des boules de boue sur la façade et en endurcissant, ça donnait ce relief-là. Donc, eux, ils continuaient de le faire avec le béton. Et ils l'ont nommé à l'agence à l'époque les petits pains. Donc, il y a aussi le principe de claustrat que mes deux prédécesseurs ont évoqué. Donc, c'est claustrat qui permet d'avoir une ambiance intéressante lorsqu'on est à l'intérieur du bâtiment, tout en gardant un regard sur l'extérieur. Donc, quand on est à l'intérieur, on voit ce qui se passe à l'extérieur. Et de l'extérieur, on est protégé quand même. Et ça, c'est les images qui prouvent la réception de cet équerre, parce que je me suis dit, bon, vu la modestie du bâtiment, je me disais, bon, est-ce que c'était vraiment ça? Est-ce qu'ils l'ont vraiment reçu? Effectivement, ils l'ont reçu. Cette photo, je l'ai prise chez M. Duchab à Neuilly, il y a 2 ans. Et la revue de presse aussi qui atteste la réception de cet équerre d'argent que j'ai trouvé à la Bibliothèque du patrimoine à Toulouse. Donc, c'est une agence qui a vraiment marqué l'architecture ivoirienne, française, parce que Michel Duchamp était aussi membre de l'Académie. Donc, en mars, on lui a rendu hommage et ça m'a beaucoup touché, le fait d'avoir participé à ces travaux-là. Donc, là, c'est l'image de l'équerre. Donc, les logements socio-économiques, c'est un sujet très, très important pour l'agence parce qu'ils ont passé beaucoup de temps à analyser les choses, à proposer une architecture pour tous, tout en respectant le programme, vraiment. Donc, en Côte d'Ivoire, après les indépendances, il y avait un souci de logement. Donc, de l'autre côté de la rive, on voit une architecture qui est assez ordonnée et assez propre. Et de l'autre côté de la rive, on voit une architecture locale qui est assez insalubre, où il n'y a pas de réseau d'assainissement commun. Donc, le président Houphouët décide comme ça d'assainir et de proposer des logements à la hauteur de la prospérité et du nouvel élan que prenait la Côte d'Ivoire. Donc, DLM et Badani étaient là et il n'y avait pas encore d'architectes ivoiriens. Donc, ils ont proposé des logements socio-économiques pour tout le monde. Donc, je reviens encore sur cette image-là que vous avez vue. Donc, c'est les images des premiers logements sociaux de Côte d'Ivoire qui ont été réalisés par l'agence DLM après avoir repris l'agence de Badani. Donc, ça a été transmis au fait. Ils ont hérité de ce projet-là et ils l'ont réalisé jusqu'au bout. Et c'est un projet qui a évolué dans le temps parce que socio-économique, il fallait que les matériaux de construction soient sur le minimum. Donc, Ben l'évoquait tout à l'heure, que les dames, à 11h30, quand elles se mettaient tous à piler le foutu dans leur maison, ça engendrait vraiment des vibrations partout dans le bâtiment. Et les architectes, quand ils revenaient des années plus tard, on leur faisait comprendre que votre projet là, ça ne marche pas parce que quand on pile tous le foutu à telle heure, ça vibre de partout. Et Minos, qui habitait aussi là, donc il a pu proposer des paillotes. Ce n'est pas une seule paillote, hein. Il y en a plusieurs où les dames se retrouvent et discutent, les enfants qui jouent. Et ça crée en quelque sorte une ambiance dans le projet. Et pour voir si une architecture marche, il faut regarder ceux qui l'habitent. Comment ils s'approprient les espaces. Est-ce qu'ils sont en joie ou pas? Et pour ces projets-là, les Ivoiriens sont très fiers de ces 1600 logements en Côte d'Ivoire, enfin, actuellement. Même si au niveau du patrimoine, au niveau de la gestion, c'est pas trop ça, mais c'est une belle leçon quand même d'architecture. Et il y avait aussi sur ce projet-là, en termes de retour d'expérience,
le sujet des coépouses, parce qu'il y en a qui trouvaient que le placard dans la chambre de l'autre était plus grand, ou la prise n'était pas au bon endroit. Donc les architectes étaient là, ils répondaient vraiment aux problèmes de la population, et c'était des logements qui ne coûtaient pas vraiment cher. Et aujourd'hui, c'est comme si ça n'avait jamais existé au fait sous nos cieux, et on se dit que pour avoir des logements sociaux, il faut dépenser 15-20 millions de nos francs, hein. Et à l'époque, DLM faisait ce projet-là à 5 millions. C'est incroyable, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Oui, en France, c'est pareil. Donc là, on a le plan de masse de la Cité des Arts qui a été présenté à l'Union des architectes en Argentine dans les années 60. Donc c'est pour dire que l'agence DLM a vraiment mis très haut le niveau de l'architecture en Côte d'Ivoire en termes de logement socio-économique. Et c'est un exemple que d'autres architectes que je citerai à la fin ont pu suivre, et vous allez juger vous-même, hein, de la réinterprétation des choses qu'ils ont faites. Donc là, on a des logements collectifs, donc qui partent de la 3 pièces à la 4 pièces. On a aussi des logements individuels de 3, 4, 5 pièces, donc des logements pour tous. Et après, je passe sur les logements ruraux. Donc là, on a une villa de cadre qui a été construite en briques de terre crues par les artisans sur place. Donc, DLM, M. Minos me disait, il a fourni les plans et 3 mois plus tard, il arrive, le bâtiment a été réalisé. Donc, c'était pour dire à quel point son plan était simple et réalisable par tous. Et le projet a eu tellement de succès qu'il était exposé au MoMA à New York, au musée de New York. Par contre, le président n'était pas trop pour parce qu'il trouvait que le projet était trop africain. Donc, il faut quand même du caractère pour proposer une architecture qui représente les gens, parfois. Et ça, je pense que DLM l'avait vraiment. Donc ici, on a des logements d'ouvriers saisonniers dans les plantations d'EVA. Donc l'EVA, c'est l'arbre qui produit la matière première du plastique, du caoutchouc. Donc à une période bien précise, ces artisans, enfin ces ouvriers-là venaient pour la récolte de ce produit-là, issu de l'arbre. Donc DLM produisait des logements aussi pour ces ouvriers-là, avec des formes très simples et pratiques. Donc là, on a un exemple de groupement de 24 logements, très simple, et des façades qui sont simples aussi et réinterprétées. Il faut noter que ces dessins faits sur la façade ont été faits par les artisans eux-mêmes, enfin par les ouvriers, enfin par les manœuvres eux-mêmes pour redonner un peu de goût au projet et à la façade. Et ça amusait beaucoup les architectes de l'agence. Et ici, on voit aussi le plan d'une unité d'habitation de cet ensemble-là, où on a 2 chambres à coucher, le séjour, et puis la grande cour qui est vraiment important, parce qu'en Afrique, on vit dans la cour et on rentre dans la maison pour se reposer. Sinon, en journée, les portes sont fermées, on est tous dans la cour. Et ça, pour chaque programme, il faisait tout pour mettre ça en avant. Et ça, c'est l'Apatam commun qui représente le lieu où tout le monde se retrouve. On pourrait faire une conférence comme ça ou un colloque comme ça sous ce genre de bâtiment en Afrique. Donc, c'est l'équivalent au fait d'un amphi, au fait, là-bas. Et pour ce projet-là, Ducharme et ses associés ont décidé de mettre, vous voyez, des lattes de bambou et par-dessus des bacs de tôle en acier. Mais initialement, c'était comment dire, c'était de la paille, au fait, à la place des tôles. Et le président, à l'inauguration, a dit non, mais enlevez-moi ces pailles-là, je veux quelque chose de dur. Alors que dans le village, aux alentours, les gens habitent des cases en paille. Et ça a toujours marché comme ça. Bon, ça, ils ont cédé un peu. Donc, comment DLM arrivait à faire des logements socio-économiques? Très simple, parce qu'ils en ont réalisé 25 900 en Côte d'Ivoire. Et des logements accessibles à tous. Donc, ils partaient sur des principes très simples. Donc, ils utilisaient la forme architecturale ou la forme simple comme moyen d'économie.
Donc, un carré qui fait 4 mètres, enfin, une pièce qui fait 4 mètres de côté, donc un carré, donc 16 mètres, et une autre configuration où on a 2,50 m x 6,40 m. On a les mêmes 16 mètres carrés, mais ce n'est pas la même économie qu'on fait sur les deux formes. L'autre forme, celle du bas, qui est plus rectangulaire, on a 11% de plus de matériaux que sur la première forme. Et ça, c'est une économie énorme en termes de carrelage, enduit, de briques et aussi de tout ce qui rentre dans le second œuvre. Donc, ils ont développé ces principes-là, mais ce n'est pas pour autant qu'ils faisaient tous les projets carrés, on a pu le voir, hein. Donc, ils utilisaient aussi de leur savoir-faire d'architecte pour rentrer dans le budget du client, tout en ayant ces principes-là sous l'œil. Et au niveau de la position des portes et des fenêtres, ils avaient aussi développé des systèmes où ils ne faisaient pas d'impostes, enfin, ils ne faisaient pas d'allèges à tout vent, mais ils faisaient des impostes, c'est vrai, ou des allèges. C'est vrai que ça coûtait cher à l'unité, mais quand on multiplie ça par peut-être 20 000, 10 000, on voit rapidement l'économie que cela peut représenter. Et cela se voit dans la simplicité du plan qu'on peut voir. Donc, Minos disait, sans faire exprès, ils arrivaient à faire des plans d'une simplicité biblique, hein. Donc, très simplement et efficacement, ils arrivaient à réaliser des projets pour tous en Côte d'Ivoire à cette époque-là. Et DLM, comme je disais, ils ont quitté la Côte d'Ivoire en 1994. Mais l'agence, ils l'ont cédé à une architecte ivoirienne, Yolande Doucouré, qu'on a perdue cette année, qui, elle, fut présidente de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire et qui a terminé, qui a réalisé le projet de l'ambassade de Côte d'Ivoire avec M. Chéron, dont on voit le croquis, enfin, le croquis réalisé par M. Chéron. Et le développement du campus de l'INCA à Cocody, pour ceux qui connaissent Abidjan, l'école de statistique, c'est Mme Yolande Doucouré qui l'a réalisé, et aussi le site de la BCAO de Yamoussoukro et plein d'autres projets. Elle a aussi intervenu sur les différentes extensions de l'aéroport d'Abidjan avec DLM toujours. Donc, pour parler un peu de l'héritage de DLM aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler de ce duo d'architectes ivoiriens qui utilisent vraiment les travaux de DLM comme une Bible, au fait. Et ça peut se voir par leur production architecturale. Et ça, c'est un projet qu'ils ont réalisé au Bénin, dans ces 20 000 logements, en s'appuyant sur les principes que j'ai évoqués tout à l'heure, réalisés par DLM. Donc, c'est des logements sociaux. Donc, ils le réalisent sur un grand site où ils font un mélange d'habitat, de lieux de travail et aussi des activités pour éviter le mouvement pendulaire qu'on peut trouver en Afrique. Dans toutes les capitales africaines, quand c'est le matin, tout le monde prend la route pour aller dans la zone d'activité et le soir, pareil. Et c'est pas possible. Et eux, avec le regard de ce qui se faisait auparavant, ils proposent une ville ou des lieux d'habitation où on peut tout trouver sur place, où les déplacements se font à pied. Donc, sur cette photo, on voit, enfin, je ne sais pas si vous voyez une grande différence de 220 logements dans les années 60 ou 50 et ça. Il n'y a pas grande différence parce que les principes reviennent, parce qu'on est dans le même site et on a la même contrainte, faire des logements socio-économiques. Voilà. Et je pense qu'en regardant de près ce que DLM a fait en Côte d'Ivoire, enfin, on peut faire autrement, on peut faire difficilement autrement. Voilà. Et je finis sur cette image qui montre un peu la simplicité et l'élégance de l'écriture architecturale des architectes de DLM. Voilà. Merci. Merci. C'est l'intervention pour aussi longtemps, c'était la vitalité de cette période un peu 10 mois. Et je trouve surtout ce qui est là d'action de ce qu'on peut appeler peut-être l'esprit de lieu, ce qu'on dit le génie le site et qui est en action et qui va effectivement motiver, je trouve, ces architectes à aller plus loin et aussi à participer de ce courant de rénovation, de mouvement moderne
qui s'ouvre donc à d'autres espaces et à d'autres lieux. Très rapidement, j'aimerais absolument recueillir quelques questions ou des réactions